C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce deuxième webinaire du Safari des métiers du numérique. Aujourd'hui, on vous accueille pour vous présenter les partenaires du Safari des métiers du numérique. Donc, Safari des métiers du numérique, c'est un événement annuel dédié à l'emploi et à la formation dans le numérique à destination des publics en reconversion professionnelle. Comme son nom l'indique, Safari égale normalement visite d'entreprise avec rencontre de collaborateurs et collaboratrices. Et en ce contexte particulier de crise sanitaire, on a dû réadapter le programme. Donc, on vous propose, avant l'événement du 21 septembre, qui a lieu à la Altis Ouest, de découvrir les partenaires 2021 et les entreprises et organismes de formation engagés en faveur de la reconversion professionnelle, et aussi de rencontrer des personnes qui ont enclenché et qui ont passé le cap de cette reconversion. Donc, on vous propose ces temps de rencontre jusqu'au 14 septembre sur un format d'1 heure, de 12h30 à 13h30. Et donc, aujourd'hui, on accueille Sigma. Bonjour Erwan. On accueille S2I. Salut Tony. Et on accueille ENI. Salut Perrine. Donc, trois partenaires de cette édition 2021. Et puis, on reviendra après faire un petit tour avec Mehdi, Maëlys et Pierre, qui sont les témoins et qui pourront vous répondre à vos questions sur la reconversion professionnelle. Quelques chiffres avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet. On estime aujourd'hui que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore et qu'une grande partie de ces futurs métiers seront dans le numérique. Dans ce contexte, la connaissance du secteur et l'accès à la formation initiale ou continue sont quand même des enjeux prioritaires pour permettre à tous et à toutes d'intégrer le champ du numérique. Au niveau local, les dernières données de l'étude de l'Observatoire régional des compétences numériques piloté par Aden Ouest, donc qui pilote notamment le Safari des métiers du numérique aussi. Donc, les données de cette étude nous apprennent que le numérique représente 7% des emplois en Pays de la Loire, soit 103 000 emplois. En 2020, les entreprises ont majoritairement recruté sur les postes de développement et test, de développement commercial et de marketing communication. Malgré la crise sanitaire qui a quand même impacté les recrutements sur l'année 2020, le numérique reste un secteur qui recrute. On pourra échanger d'ailleurs avec Sigma et S2I sur ce sujet-là. Et les perspectives à 3 ans sont plutôt favorables. En tout cas, on sent une reprise des recrutements depuis quelques mois. Donc aujourd'hui, c'est de répondre aussi à vos questions sur la question de la reconversion. Quels sont les métiers qui recrutent, les opportunités? Est-ce que tous les profils sont aujourd'hui, toutes les reconversions sont possibles selon vos profils? Eh bien, on va essayer d'y répondre. Alors aujourd'hui, on accueille Sigma, l'ENI et groupe S2I. Petit tour de table rapide pour présenter vos structures. On va commencer par Erwan. Est-ce que tu peux présenter Sigma en quelques mots? Oui, alors groupe Sigma, on est une ESN du bassin nantais, donc notre siège social est à La Chapelle-sur-Erdre. Autrement, on a 4 autres agences à Paris, Lyon, Toulouse et Strasbourg. On est environ 700 collaborateurs. On a 3 grands cœurs de métier chez Sigma. Le premier, c'est le développement, donc l'édition de logiciels. On est également intégrateur, donc on va installer, paramétrer et former les clients à l'utilisation de nos logiciels. Et enfin, nous sommes également infogéreurs. Donc l'infogérance, c'est tout ce qui est l'hébergement des données et on est notamment propriétaire de 3 data centers dans le cadre de ce 3e métier. Merci Erwan. Tony, même question. Est-ce que tu peux nous présenter le groupe S2I? Oui, avec plaisir. Alors en quelques mots, le groupe S2I, c'est également une entreprise de services numériques, une ESN comme le disait Erwan, à dimension internationale puisqu'on est près de 10 000 personnes dans le monde et c'est 18 implantations aujourd'hui. Notre mission, elle est finalement assez simple, c'est de faire évoluer les SI de nos clients et de contribuer à la conception de leurs futurs produits ou services. On est plutôt sur le secteur, les clients dits du grand compte, industriel, du tertiaire. On a effectivement un modèle d'organisation plutôt par implantation régionale. Donc moi, je représente S2I Atlantique. C'est 3 implantations, c'est Nantes, c'est Tours, c'est Niort. L'idée, c'est de travailler effectivement en local avec un souci de proximité et de réactivité à nos clients et bien évidemment offrir un cadre de travail qui favorise le développement des compétences et une meilleure employabilité auprès de nos consultants. Et on est près de quasiment de 300 sur la région Atlantique. Merci Tony. Et donc Perrine, est-ce que tu peux nous présenter l'école l'ENI? Oui, avec plaisir. Donc nous, l'ENI, on est un organisme de formation que vous connaissez peut-être, puisqu'on est implanté maintenant depuis de nombreuses années sur le territoire. Donc on propose des formations dans les 2 filières de l'IT, qui sont le système et réseau et le développement.
Donc, nos formations vont du niveau Bac+2 au Bac+5. Les formations, vous pouvez les faire en présentiel, donc sur nos différents campus physiques, donc Nantes, Rennes, Niort et Quimper, donc plutôt dans l'Ouest. Mais vous pouvez également faire nos formations en présentiel, donc via notre campus en ligne. Donc généralement, les formations Bac+2 s'adressent plutôt à un public en reconversion professionnelle et sont donc proposées en formation en continu. Donc ces formations durent 8 mois, donc avec 6 mois de cours et 2 mois de stage. Et c'est vrai que le stage à l'ENI est vraiment important puisque c'est ce qui vous permettra justement de valider votre expérience en entreprise, de pouvoir mettre en pratique vos compétences et puis bien évidemment de valider votre titre. Voilà. Et c'est vrai que nous, à l'ENI, on a une petite particularité qui est plutôt importante pour nous, c'est d'avoir justement un service dédié à l'accompagnement, l'accompagnement vers l'emploi, donc ce qui signifie que tout au long de votre formation, on va vous aider justement dans votre recherche de stage ou d'alternance jusqu'à justement votre recherche d'emploi. Sachant qu'à l'ENI aujourd'hui, c'est un peu plus de 1200 diplômés par an. Voilà, donc rapidement sur l'ENI. Merci Perrine. D'ailleurs, on pourra échanger avec nos 3 témoins, puisque je crois que ce sont 3 alumni de l'ENI qui pourront témoigner sur leur parcours et l'accompagnement de l'ENI. Deuxième question. Alors, Erwan, entreprise fondatrice du Safari des métiers, donc on est rendu à la 5e édition cette année. C'est ça. Pourquoi avoir lancé un tel événement en 2017 et quel était le constat? Le constat, alors déjà la particularité du Safari, c'est que ce sont les entreprises elles-mêmes qui organisent et qui se réunissent pour organiser cet événement. Donc le constat en 2017, c'était que beaucoup de SN avaient les mêmes besoins de recrutement, notamment. Et le constat, c'était aussi que beaucoup des emplois du numérique n'étaient pas forcément très connus ou beaucoup, en tout cas, de candidats qui n'étaient pas forcément issus de ce monde-là pensaient qu'il fallait avoir un diplôme d'ingénieur ou un Bac+5 pour évoluer dans les métiers, et dans le monde du numérique. Et c'est aussi pour ça que nous, on avait parfois du mal à recruter par manque de candidats, parfois. Et donc, l'idée de ce forum et du Safari, en tout cas la genèse du projet, c'était de mettre en avant ces métiers-là, vraiment dans une optique de travail collaboratif, toutes les ESN ensemble pour promouvoir nos métiers, promouvoir nos opportunités, et puis peut-être permettre à des personnes éloignées de l'emploi et de l'emploi dans le monde du numérique, de leur présenter nos entreprises, les organismes de formation qui peuvent aussi les accompagner dans leur démarche, dans leurs projets, et vraiment ouvrir nos portes parce que, une nouvelle fois, il y a plein de métiers dans l'informatique et dans le numérique qui sont pas toujours très connus, mais qui ne nécessitent pas de faire 10 ans d'études. Je pense que les témoignages qui suivront iront dans ce sens-là, mais c'était ça l'objectif du projet au départ. D'ailleurs, il me semble qu'aujourd'hui, on a à peu près 820 intitulés de poste pour définir les métiers du numérique. Donc, il y a quand même beaucoup de métiers. Pareil, Perrine, ENI, organisme de formation, école fondatrice du Safari des métiers. Aujourd'hui, au-delà du Safari des métiers, comment l'ENI s'engage en faveur de la reconversion et quelles actions mettez-vous en place? Oui, alors c'est vrai que historiquement, l'école a été créée justement pour pallier aux difficultés de recrutement en informatique. Donc déjà à l'époque, il y avait effectivement cette demande des entreprises. Et donc, on a créé une formation 100% technique qui s'adressait justement à un public en reconversion. Donc, c'est vrai que la reconversion aujourd'hui à l'ENI, c'est vraiment quelque chose qui est ancré finalement dans la culture, dans l'ADN de l'école. Et d'ailleurs, ça va se voir par nos différentes modalités de formation. Notre service accompagnement, j'en parlais tout à l'heure, sur le fait qu'il y a un service formation continue qui soit vraiment dédié, qui puisse avoir un suivi finalement personnalisé d'un point de vue pédagogique, mais également administratif et également emploi. Il y a différentes actions mises en place justement dans les actions, notamment sur des actions de coaching collectif, individuel, voilà, tout du long de la formation pour justement en arriver à l'emploi. Et ça, c'est vraiment la priorité première de l'ENI. Ça correspond vraiment à l'ADN de l'école que de vous rendre finalement opérationnel pour justement répondre aux besoins des entreprises.
Et puis à côté de ça, on a différents dispositifs pour accéder à nos formations. Donc je parlais tout à l'heure de la formation en continu qui permet d'avoir un titre du niveau Bac+2 au Bac+5, mais on a également organisé des POE, des préparations opérationnelles à l'emploi. On a été en partenariat avec la Grande École du Numérique. On a pu intervenir sur le dispositif Invest in Digital People. Et là, pour le coup, Tony pourra peut-être en parler davantage. Donc voilà, on a vraiment un lien fort avec les pôles emploi, les régions, pour justement que ces formations puissent être finançables et prises en charge et vous permettre justement de faciliter cette reconversion. Et puis à côté de tout ça, en plus donc de ces formations, on s'investit, on s'engage sur différents événements pour justement faire découvrir les métiers du numérique. Par exemple, en mars dernier, on a pu organiser, co-organiser, co-construire un événement, donc les numériques, justement pour faire découvrir et finalement ouvrir les métiers du numérique à un public féminin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, tous ces sujets autour de la mixité. On a pu organiser Girls Coding en région Pays de Loire. On organise aussi des initiations au code, des découvertes des métiers du numérique en partenariat avec les différents pôles emploi. Donc voilà, on fait vraiment en sorte de pouvoir ouvrir et permettre justement à un public qui n'était pas du tout dans ce domaine-là de pouvoir justement découvrir et pouvoir peut-être mettre les pieds dedans et puis devenir futur développeur ou technicien système. Voilà, donc Maëlys, Mehdi, Pierre, justement, pourront en témoigner tout à l'heure. Merci beaucoup. Tony, vous, oui. Au sein de groupe S2I, comment se matérialise l'engagement en faveur de la reconversion et quels sont les métiers qui recrutent chez vous sur les profils en reconversion? Alors, les opportunités dans le poids sont multiples, j'en parlerai dans quelques minutes, mais on a été, au fil des ans, des décennies, Perrine évoquait déjà à la création de l'ENI les problématiques de recrutement. Ça reste très frais, c'est un secteur d'activité qui est très porteur. On a régulièrement besoin de renforcer effectivement nos équipes de par effectivement les projets. Une réalité aussi pour pallier aussi à la rotation des équipes, au turnover qui est inhérent dans ce secteur très concurrentiel. Donc progressivement, on a élargi effectivement déjà les critères à l'embauche en termes de diplôme. Globalement, on recrute de Bac+2 à Bac+8, ingénieur, non-ingénieur, technicien, et puis naturellement des profils en reconversion, comme Mehdi, parce qu'on est convaincu que la diversité, finalement, c'est une source de performance et d'interaction pour les équipes. Et puis, il y a aussi un véritable enjeu aussi, c'est, je pense, de mieux refléter dans les effectifs la diversité de la population et aussi lutter clairement contre les discriminations. Donc, on est passé par ces étapes-là et aujourd'hui, il y a une volonté d'aller plus loin et de s'investir très clairement dans des dispositifs qui sont plus complets de bout en bout, où on travaille en vraie et bonne intelligence avec des structures comme l'ENI, mais aussi d'autres acteurs sur Nantes comme Centrale ou autres, sur un dispositif de retour à l'emploi qui s'appelle Invest in Digital People, où là, très clairement, on va identifier des profils avec de l'appétence, donc des demandeurs d'emploi, avec de l'appétence pour la filière du numérique, qu'on va effectivement sélectionner, qu'on va ensuite former et qu'on va ensuite effectivement intégrer dans nos équipes pour vraiment les emmener sur une trajectoire. Alors aujourd'hui, c'est plutôt sur des profils web, dev, mais demain, effectivement, ça peut s'étendre sur d'autres problématiques autour de la data, de l'infra. Donc, on ne fait que commencer effectivement sur la région Loire-Atlantique et de reprendre un dispositif qui a eu un vrai succès du côté de Lille. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on s'inscrit aujourd'hui, encore une fois, à aller plus loin et surtout travailler un peu plus en amont avec les différents interlocuteurs, Pôle emploi, l'ADN. Je pense que ça fait vraiment partie aussi des enjeux aujourd'hui de la responsabilité des structures comme les nôtres. Et d'ailleurs, c'est le sujet du prochain webinaire, de la prochaine rencontre, de parler d'Invest in Digital People. Donc, jeudi 9 septembre, de 12h30 à 13h30. On reviendra un peu sur ce dispositif avec ADN West notamment, pour présenter la promo 2020 et la promo 2021. Question rapide pour Sigma et S2I. On parle de crise sanitaire. Est-ce que ça a eu un impact, puisque forcément le télétravail, le recrutement, comment on accueille aussi des profils juniors? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un avant-après? Est-ce qu'il y a eu une issue positive à la suite de cette crise?
Erwan, tu peux peut-être commencer. Je peux, comme tu veux, Tony, comme tu veux. Je peux commencer. Alors, on n'a pas eu. Alors, nous, on a eu la chance d'avoir déjà des outils qui nous ont permis de maintenir l'activité et quasiment du jour au lendemain. Enfin, comme tout le monde, hein, c'était assez brutal, mais on a eu la chance de pouvoir maintenir l'activité et tout le monde quasiment. Alors, on a quand même eu des petites périodes d'inactivité sur certains emplois, mais globalement, on n'a pas trop été impacté. Là où c'est vrai, ça a pu avoir un impact hein, et on le ressent aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a mené un baromètre social sur ce sujet-là, notamment pour un peu recueillir les avis des collaborateurs, des collaboratrices sur la période actuelle et passée. Et on s'était bien rendu compte qu'il y avait quand même eu un peu moins d'interactions, moins de relations entre collègues, entre responsables, enfin, avec son manager, etc. Pour autant, dans beaucoup d'équipes, quasiment toutes les équipes avaient fait en sorte de maintenir des temps d'échange et une relation assez journalière. Donc, globalement, ça s'est quand même très bien passé. Et l'autre point important, c'est concernant l'intégration des collaborateurs, des collaboratrices et des alternants, notamment, puisqu'on a des alternants et des stagiaires aussi qui sont arrivés dans ce contexte-là. Ça a été aussi un petit peu différent, mais dès que possible, on a fait en sorte d'aménager le retour sur site pour que justement ce retour en présentiel se fasse du mieux possible. Et on a fait en sorte aussi que les jours sur site soient des jours où le maximum de personnes soient présentes pour une nouvelle fois maintenir le lien, maintenir le lien social et l'intégration et faire en sorte qu'un collaborateur, qu'une collaboratrice ait quand même la sensation d'être intégré, que sa venue ait été préparée et qu'il ait les informations essentielles pour pouvoir s'intégrer au mieux, progresser au mieux et grandir au sein de l'entreprise. Donc, je ne dis pas que tout a été parfait et aussi bien que dans une situation classique. Pour autant, les retours sont globalement positifs, donc on est plutôt content quand même. Merci Erwan. Alors, j'ai perdu Tony. Est-ce que Tony s'est caché ou a disparu pour répondre à la même question ou je continue? Je ne vois plus Tony. Eh bien, j'ai perdu Tony. Si Tony, tu nous entends, n'hésite pas à revenir parmi nous. Je vais laisser la parole à Maëlys, Pierre et Mehdi. Merci de nous rejoindre donc, pour échanger sur vous, votre parcours, votre conversion et toutes les questions que vous avez pu vous poser ou organisations que vous avez pu mettre en place. On va commencer avec Pierre. Alors, Pierre, oui. Toi, tu as 29 ans. Après une brève expérience professionnelle dans la banque, tu reprends des études en informatique à l'ENI en 2015. En 2017, tu rejoins le groupe Sigma en tant que technicien système. Et 5 ans plus tard, tu bénéficies d'une évolution en interne et tu occupes désormais un poste d'administrateur réseau. Si j'ai bon ? Tout est bon. Ok, parfait. En quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter ton métier ? Alors, technicien système et administrateur réseau, quelle est la différence et en quoi consistent ces métiers ? Oui, alors donc là, mon métier actuel, c'est administrateur réseau. Donc en gros, c'est une personne qui est chargée de la gestion du réseau, c'est-à-dire de gérer les équipements réseau d'une organisation, d'une entreprise par exemple. On a plusieurs clients. Ça peut aller du switch au routeur, au pare-feu, au proxy, la gestion des VPN, des différents réseaux qu'il peut y avoir dans une entreprise. Plusieurs tâches donc, sont nécessaires, la gestion de la sécurité, des droits d'accès, du routage, de la communication entre les différents, on va dire, intervenants qui peuvent être en entreprise. La différence avec le fait d'être technicien réseau, alors j'étais plus moi technicien système en fait quand j'ai commencé à Sigma. On faisait un peu de réseau, mais j'étais surtout, je m'occupais de tout ce qui était la récurrence, la maintenance, l'assistance au niveau des serveurs de nos clients, mais vraiment sur la partie système. Et la grande différence entre les deux métiers, on va dire, même si ça reste de l'IT, c'est que en tant qu'administrateur, on a des fonctions plus élargies. On a plus de responsabilités, on a plus de projets, de mise en place. C'est vraiment la grosse différence que moi j'ai constaté en tout cas par rapport au poste de technicien. Après, on va dire c'est surtout dans la continuité des choses en fait. C'est vraiment on fait le même métier en gros, mais avec des tâches supplémentaires et des responsabilités supplémentaires. Ok, merci. En gros. Merci beaucoup Pierre. Et du coup, comment s'est déroulée ton intégration chez Sigma ? Raconte-nous un peu ces premières années. Tu as intégré Sigma tout de suite après ta formation ? Alors j'ai fait ma formation T2SI à l'ENI. Je sais même pas, je crois qu'elle s'appelle toujours T2SI, je ne sais même plus.
Mais j'ai fait ma formation T2SI. J'ai en fait à la fin de, moi j'ai fait une formation donc qui n'était pas en alternance, donc je l'ai fait en continu. Hein. Et à la fin de cette formation, on a un stage obligatoire hein, de 2 mois. Et durant ce stage, j'étais pas à Sigma, j'étais dans une autre entreprise. Et en fait, j'ai été embauché suite à ce stage. Et j'ai fait 1 an. Je faisais du helpdesk, donc du support bureautique principalement. Et ensuite, c'est quelqu'un de Sigma qui est venu me chercher, qui m'a dit bah, que si je voulais évoluer, si je voulais changer d'entreprise, avoir changer d'air, de monter en compétences, est-ce que ça m'intéressait de venir à Sigma. Donc forcément, j'ai eu un premier entretien à Sigma et ça s'est super bien passé. Et donc j'ai été on va dire intégré à Sigma en 2017 maintenant. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon premier poste en tant que technicien système et réseau. Erwan, c'est quelque chose que vous faites souvent, d'aller chercher, de contacter, d'aller chasser, hein, on parle de chasse, essayer de proposer des évolutions à des profils qui exercent dans d'autres structures? Oui, exactement. C'est quelque chose qu'on essaye de faire. Alors, on le fait quand même pas de manière intensive. Hein. L'idée, c'est aussi de respecter l'employeur dans lequel le candidat travaille, etc. Ce qu'on fait souvent, c'est, et notamment avec l'ENI, donc la formation s'appelle T2SR maintenant, et notamment sur la formation en continu. Donc, je crois que c'est une formation de 6 mois avec un stage à l'issue de ces 6 mois de formation. Et là, on travaille souvent justement avec ce fonctionnement-là, puisque le stage permet déjà aux apprenants, aux apprenantes de découvrir vraiment concrètement le métier, de savoir si ça répond vraiment à leurs attentes, à leurs enjeux. Et nous aussi, ce stage de 2 mois, c'est une manière de voir comment le stagiaire, la stagiaire évolue, prend en main le poste, et si potentiellement, si c'est dans l'intérêt et la volonté des deux parties, de continuer derrière. Donc, on le fait sur les métiers de technicien, on le fait aussi sur les métiers de développeur. Donc, voilà, c'est une manière de fonctionner qui fonctionne plutôt bien depuis quelques années maintenant. Et donc là, si je reprends le profil de Pierre, il avait 1 an d'expérience, quelqu'un en reconversion, et finalement, ça n'a pas été un blocage de lui proposer un poste, puisque ça a été une vraie démarche d'aller le chercher. Absolument. Et alors, du coup, Pierre avait une petite expérience déjà. Il avait commencé à développer ses compétences techniques. Après, ce qui nous a intéressés chez lui, alors c'est pas moi qui avait passé ces entretiens, mais tout ce qu'il avait pu voir auparavant sur son précédent parcours, ses précédentes formations, en termes aussi de savoir-être, notamment vis-à-vis de la relation client, qui est aussi qui fait partie intégrante du métier de technicien. Voilà, ça, c'était des éléments très intéressants et qui sont quasiment aussi importants que l'aspect technique. Donc, c'est tout ça qui a fait de Pierre un super candidat, un très bon technicien. Et on est encore c'est vrai, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'en plus de notre métier de base, donc les compétences techniques, c'est vrai qu'il y a une certaine... c'est ça que j'ai bien... Moi, quand je me suis reconverti, c'est ça que j'ai apprécié aussi, c'est de garder cette relation avec le client. Merci à tous les deux. Alors, je vais continuer mon petit tour de table. Maëlys, ça va bien? Ça va, merci. Bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu as 28 ans. Et après une formation à l'ENI aussi, en 2020, tu as rejoint Avanap, qui est une filiale d'Accenture, comme consultante Office 365. Exactement. Tu peux nous présenter ce métier de consultante Office 365 ou 365, dépend. Donc, moi, dans le cadre de mon métier, du coup, j'interviens directement au contact du client. Donc bien sûr avec une équipe complète, généralement composée de personnes qui vont être en charge des décisions, en charge des contrats, des projets, de la médiation aussi avec le client, et de l'analyse du besoin et des réponses agiles également en cas d'évolution du besoin ou en cas d'évolution des contraintes. J'ai différents types de missions. Moi, j'interviens surtout dans les technologies Microsoft 365, donc ce qui va être Teams, SharePoint, OneDrive, Outlook, Exchange. Et donc, du coup, ça va aussi bien, par exemple, du support utilisateur direct, avec et c'est là que la fonction consultante, du coup, vient aussi jouer, avec certaine analyse à apporter. C'est pas que de la résolution du ticket, pas que de la résolution d'incidents ou de demandes. C'est aussi être force de proposition auprès du client et des utilisateurs et utilisatrices pour une optimisation de leur utilisation, pour éventuellement le relevé de pratiques qui pourraient être améliorées. Et j'interviens aussi dans d'autres missions, par exemple, comme des migrations de boîtes mail, en fait, d'un serveur à un autre, donc à savoir sur Exchange Online, dans le cadre de Microsoft 365.
Et quand on a fait merci Maëlys, quand on a fait un petit tour avant pour préparer cette table ronde, tu m'as confié que tu avais déjà une appétence pour le numérique plus jeune, mais finalement tu n'as pas fait ce choix-là dans ta carrière professionnelle. Est-ce que tu en connais les raisons et pourquoi ne pas avoir choisi l'informatique dès le départ? Alors moi, j'étais assez jeune, en effet, quand j'ai commencé à développer un goût pour l'informatique. J'ai créé mon premier personnage non joueur sur un jeu quand j'avais 13 ans. Donc j'ai pu aller trifouiller des codes, des scripts, d'autres personnages déjà préétablis dans le jeu pour arriver à faire mes propres outils. Et c'est vrai que ça m'avait énormément plu. Et le souci, en fait, c'est que comme j'étais aussi assez jeune à l'époque, je savais pas trop ce que je voulais faire, j'étais en troisième. On m'a pas forcément bien conseillé non plus au niveau de l'orientation scolaire et c'est dommage parce que dans ma ville, il y avait justement possibilité de se diriger vers l'informatique. Alors d'abord en passant par une phase électronique, mais il y avait bien une option, informatique en fait, en troisième année et malheureusement en fait j'étais un peu perdue dans mon parcours scolaire à ce moment-là et du coup, j'ai pas été forcément dirigée vers ça. Donc preuve que c'est pas forcément une impasse puisque littéralement, 15 ans plus tard, je me suis justement orientée, là-dedans et j'ai pu du coup, trouver un emploi dans une branche qui me plaît énormément. Merci beaucoup. Alors, on passe à Mehdi. Mehdi, toi, tu as 33 ans et tu as suivi aussi une formation à l'ENI, développeur web et mobile, en septembre 2020, donc en période de crise sanitaire. Et aujourd'hui, tu travailles chez S2I en tant que développeur web. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton métier aujourd'hui? Oui, alors effectivement, aujourd'hui je suis développeur web, donc moi je suis en charge de maintenir des applications web pour des grands comptes. Donc là je m'occupe de 2 applications en particulier. Donc autant je vais pouvoir faire tout ce qui est de la résolution de tickets, comme va pouvoir faire Maëlys, mais je vais aussi faire du déploiement, donc redéployer les applications au moment de leur mise à jour. Je vais aussi faire de la migration. Et travailler sur de l'évolution, du maintien de code, du test aussi. Donc, on est vraiment là pour apporter un aspect professionnel pour la maintenabilité des applications, parce que on est sur un métier qui évolue en permanence, et donc on a besoin de faire évoluer les applications aussi pour qu'elles continuent de fonctionner correctement par rapport aux demandes métiers de nos clients. Donc, voilà à peu près ce que je vais goupiller pendant mes journées, quoi. Merci Mehdi. Et toi, donc tu as surtout tu as un bagage de graphiste illustrateur. C'est ça. Une forte aussi appétence pour le numérique à la base. Et pourquoi avoir choisi de te lancer dans une formation et pas choisi l'auto-formation pour ensuite intégrer une entreprise? Alors l'auto-formation, je pense qu'on peut tous le faire à un moment donné. Mais je pense que pour se professionnaliser et pour pouvoir faire face en fait à la réalité des métiers aujourd'hui, il y a un gap à un moment qui se présente et ça, on va pouvoir passer ce gap qu'avec une formation, à mon avis. Je pense que l'auto-formation, c'était peut-être vrai il y a 10 ou 5 ans, où on pouvait potentiellement se former et faire face à la réalité des métiers. Aujourd'hui, les technologies vont tellement vite. Il y a un aspect assez boule de neige en fait sur toutes les compétences qu'on a besoin d'avoir. Où là en fait c'est là où les centres de formation donc comme l'ENI vont permettre à un moment de pouvoir répondre aux besoins. Merci Mehdi. Et j'en profite pour redonner la parole à Tony, puisque tout à l'heure tu as disparu des Oui, écrans. désolé, ouais, petit problème technique. Je sais que de votre côté, vous êtes engagé sur Invest in Digital People dans un contexte de crise sanitaire. Mehdi vous a rejoint aussi récemment. Comment ça s'est passé un peu la période de crise sanitaire sur les recrutements des profils juniors, l'intégration? Est-ce qu'il y a eu un moment, une phase d'arrêt et une reprise par la suite? Globalement, oui, il y a eu un vrai stop de l'économie et ça, tout le monde l'a vécu. Il a fallu gérer l'urgence sanitaire et on en est objectivement, du moins la gestion de crise sanitaire, on est objectivement sorti. Donc oui, on a dû s'adapter au contexte. On a objectivement sur Atlantique temporisé, différé quelques arrivées. Pour autant, on a tenu tous nos engagements, encore une fois, les recrutements de septembre, si on fait une photo aujourd'hui, c'est plutôt des engagements qui ont été pris sur la période estivale, voire la fin du printemps. Donc, de fait, il y a toujours un petit peu de temps entre le moment où on décide de travailler ensemble et l'arrivée.
Donc aujourd'hui, on est sorti effectivement de tout ça. On s'est simplement adapté au contexte. On a effectivement géré la priorité qui était les équipes, les collaborateurs en place, s'organiser au mieux, télétravail et tout ce que ça implique derrière. Et aujourd'hui, on va dire qu'on retrouve, on va dire, une activité plutôt nominale. L'activité, elle est très soutenue. On a beaucoup de sollicitations. Ça, c'est une évidence. Donc, les recrutements sont toujours plus que jamais d'actualité chez nous. Après, bien évidemment, on s'adapte à la situation de chacun en fonction du profil. Mais encore une fois, on arrive à tenir nos engagements et l'idée, c'est encore une fois, c'est de temporiser aussi quand il faut le faire et à l'inverse d'accélérer comme c'est le cas en ce moment où on a plus de sollicitations que de solutions ou de demandes à proposer à nos clients, mais objectivement, il faut mieux en cette période-là plutôt que l'inverse. Ça fait partie, entre guillemets, de l'activité, c'est inhérent. Voilà globalement ce que je peux vous dire sur la manière dont on a géré effectivement la crise et puis la reprise aujourd'hui et les sollicitations qu'on peut avoir. Top. Merci Tony. Alors je reviens à Pierre. Pierre, il y a sûrement 1000 possibilités, je pense, pour entamer une reconversion professionnelle. Comment s'est déroulé le processus pour toi? Par quelle étape tu es passé et quel dispositif tu as activé? Alors moi, quand j'ai arrêté la banque, en fait, je savais pas trop non plus vers quoi je voulais m'orienter. Et grâce à mon entourage, par rapport à ce que je faisais à titre personnel, j'aimais bien ce milieu-là, j'avais une certaine appétence en fait pour tout ce qui était lié à l'informatique. En fait, je me suis intéressé aux différents métiers qu'il pouvait y avoir. Et c'est là, en fait, où je me suis intéressé donc de surcroît aux écoles de formation. Et c'est là où, en fait, où j'ai vu qu'il y avait l'ENI à Nantes qui proposait plusieurs formations. Et après m'être renseigné sur ces différents métiers, je me suis lancé directement dans une formation avec l'ENI. En termes d'organisation, en fait, j'en ai pas eu plus que ça. C'est une formation continue. Je me suis lancé, je l'ai financé, et puis c'était parti. Donc toi, tu as financé ta formation. Est-ce que tu as eu un CPF ou Non. Non. Donc 100% financé. C'est ça. Sur tes fonds propres. D'accord. Merci Pierre. Et d'ailleurs, quand tu as annoncé à ton entourage que tu te relançais dans une formation, comment a vécu l'entourage Très très bien. C'est même eux qui m'ont aidé à me trouver entre guillemets ma voie. Donc même si c'est moi qui ai entremis toutes les démarches, cette idée même d'aller dans ces métiers-là, dans ce métier-là en tout cas, c'est grâce à eux. Donc ça s'est très bien passé. Est-ce que tu penses que s'il y avait eu des blocages, tu t'y serais allé quand même ou tu aurais peut-être… Alors moi oui, personnellement par rapport à ma personnalité et mon profil, oui, j'ai pas besoin de… Il y aurait eu des blocages dans mon entourage ou autre, ça concerne que moi. Et d'ailleurs aujourd'hui, heureusement que j'ai fait ce choix-là. Donc, voilà. D'ailleurs, j'aimerais poser aussi la question à Perrine. Toi, dans ton expérience, des profils que tu peux voir passer en reconversion, est-ce qu'il y a à un moment donné, des similitudes sur ce qui peut être bloquant, pas bloquant, et un peu quels sont les éléments à prendre en compte avant de se lancer dans un tel projet? Alors déjà, avant de se lancer dans ce projet, il faut être à minima, faut se préparer, faut préparer son projet professionnel. Tout à l'heure, Mehdi parlait d'auto-formation. Je pense que c'est vraiment primordial d'essayer avant de se lancer. Un projet, ça se construit pas en 2 jours, donc c'est vraiment nécessaire de pouvoir faire des enquêtes métiers, rencontrer des personnes. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de témoignages possibles, accessibles notamment via le net. Il y a donc l'auto-formation aussi, parce que c'est vrai que parfois, on a un petit peu une image, une idée du métier qui n'est pas forcément la réalité non plus, parce qu'on a envie d'idéaliser certaines choses. Donc, c'est important aussi pour pas tomber de trop haut, de se dire, bon, ok, je vais quand même me renseigner et je vais essayer un petit peu avant. Donc, voilà, aujourd'hui, je pense que ça, c'est vraiment nécessaire de pouvoir préparer vraiment son projet pro, qui pourra évoluer, bien évidemment, parce que quand on commence une formation… on peut avoir une idée de ce qu'on a envie de faire à la fin de sa formation, mais qui pourra évoluer, notamment en termes d'entreprise, en termes de poste. Donc il y a toujours des idées qui peuvent évoluer, et c'est quand même important à la base de maîtriser et de connaître, de savoir ce qu'on va y faire dans cette formation.
Concernant l'entourage, en règle générale, quand un projet pro est construit et que la personne elle est motivée et qu'elle est finalement sûre qu'elle a l'envie de faire cette reconversion, en règle générale, l'entourage suit et au contraire, l'entourage porte la personne pour justement le tirer vers le haut dans ce projet-là. Donc, mais vraiment, c'est important de se préparer avant de commencer quelque chose. Merci Perrine, d'où l'événement du 21 septembre pour permettre aux personnes de se préparer au mieux aussi sur ce projet. Maëlys, donc toi, 28 ans, et finalement une reconversion assez tôt dans ton parcours professionnel. Pourquoi enclencher cette reconversion très tôt? J'ai vu qu'on avait la question de l'âge aussi qui apparaissait dans le fil de discussion. Moi, en fait, à la base, j'ai fait des études plutôt dans tout ce qui était commerce international avec une spécialité alimentaire. Maintenant, malheureusement, les aléas de la vie ont fait que j'ai pas forcément pu complètement exercer ce que je voulais faire à la base. Et du coup, je me suis retrouvée dans plusieurs postes en fait de service direct à la clientèle, donc que ce soit aussi bien du service pur que du management, aussi d'équipe. Sauf que il y a le problème en fait avec ces métiers qui sont un petit peu tertiaires, c'est qu'on peut avoir une certaine monotonie en fait, peu de stimulation. Et moi, c'est vrai que c'est ce qui me manquait en fait, cette envie j'avais vraiment ce besoin de constamment apprendre, d'avoir quelque chose qui allait me stimuler, qui allait me challenger en fait, me poser problème justement. Je voulais des problèmes, je voulais résoudre des choses. Et c'est vrai que c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut trouver dans ce genre de métier. Et en fait, il s'avère que dans mon dernier emploi, du coup, en tant que vendeuse, j'étais aussi responsable de caisse, mais notamment aussi un lien quasi direct en fait avec le service informatique. Et c'est outre justement aussi des problématiques logicielles qu'on a, et même d'utilisation des ressources que j'ai pu voir d'ailleurs plus tard dans ma formation avec ITIL par exemple. J'ai pu commencer un petit peu à assister en direct en fait le service info, donc bien sûr à mon niveau où j'étais encore vendeuse, mais c'est vrai que ça m'intéressait de plus en plus d'aller par exemple en effet aller voir les switches quand par exemple on avait une panne générale de réseau ou ce genre de choses, vraiment assister en physique en fait le service info qui était à 2 heures de route. Et ça a retitillé mon envie de me remettre dans l'informatique. Et mon compagnon étant lui-même aussi dans l'informatique, et l'opportunité s'étant présentée en février 2020, il m'a dit pourquoi du coup tu reprendrais pas tes études? Et je me suis dit oui, carrément en fait. Carrément, j'avais rien à perdre, tout à gagner. Et c'est pour ça du coup que je me suis lancée. Et comme lui-même avait fait en fait l'ENI aussi, j'avais une première connaissance de l'école et du corps enseignant. Donc j'étais aux portes ouvertes. Et quelques mois plus tard, j'y étais dedans. Top. Merci beaucoup. Alors, si on revient sur le parcours de Mehdi, toi, finalement, le numérique, en tout cas, cet écosystème-là te parlait déjà. Que retires-tu de ta formation et de cette expérience de retour à l'école, de reconversion et de ce nouveau métier? Alors du coup, moi la formation, vu que ça s'est passé pendant le confinement, il n'y a pas eu de vrai retour à l'école avec le cartable. Du coup, on était plus chez nous, donc je pense que d'ailleurs ça a été une session qui a été assez difficile, mine de rien, en distanciel, parce qu'on reste quand même sur une formation qui est assez lourde, hein, faut pas se leurrer. On est sur 6 mois de formation assez intensive plus 2 mois de stage et en 6 mois avoir tout ce qu'il faut dans les mains pour pouvoir appréhender les métiers d'aujourd'hui, c'est compliqué, donc on bouffe pas mal de trucs. Après cette formation, je pense qu'elle m'a apporté le nécessaire dans le sens où on va pas pouvoir voir tout l'écosystème numérique en 6 mois de formation, c'est impossible. Par contre, ce que va vraiment nous apporter, je trouve, enfin le ENI en tout cas, c'est que ça nous apprend à apprendre. C'est-à-dire que moi, ça m'a vraiment donné une carte et une boussole pour pouvoir me repérer un peu dans tout l'écosystème. Et une fois qu'on va avoir compris des paradigmes bien précis, ça va nous permettre d'évoluer beaucoup plus facilement et de passer d'un langage à un autre. Par exemple, le temps de la formation à l'ENI, on n'avait pas eu le temps de voir du JavaScript. Et l'ensemble de mon stage sur les 2 mois, ça a été que en JavaScript. Et j'ai pu m'en sortir quand même, au final. Donc, ça prouve bien que c'est une formation qui permet de rebondir assez facilement et d'évoluer rapidement, quoi.
Et d'ailleurs, j'aimerais bien poser la question aussi à Tony, si c'est possible. Alors, j'ai vu que tu avais quelques petits soucis Internet. Est-ce que qu'est-ce qui vous a plu dans la candidature de Mehdi? Qu'avez-vous retenu en tout cas? Alors, moi, j'ai pas eu le plaisir de te rencontrer Mehdi au moment du process. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein. Mais en général, je m'en souviens. En fait, c'est la combinaison effectivement de deux choses. Bien évidemment, il y a le background, et effectivement, Mehdi l'a dit. La formation lui apporte entre guillemets cette carte de visite. Perrine le disait aussi, c'est une vraie démarche. Il y a une vraie réflexion, introspection. Et ça témoigne souvent d'une véritable motivation, un véritable intérêt pour le métier, pour le secteur. Donc c'est entre guillemets une posture qui nous laisse pas insensibles. Encore une fois, le juste équilibre chez nous, le bon compromis d'un point de vue recrutement, c'est autant effectivement le côté savoir, le savoir-faire que le savoir-être. C'est le juste milieu. La compétence technique, elle peut être parfaitement maîtrisée à un moment, mais comme le disait Mehdi, les stacks évoluent tout le temps, ce qui fait que dans 3 ans ou même un peu avant, la stack ou la techno sera plus aussi recherchée et prisée. Donc, encore une fois, c'est cette capacité à faire de la veille, à se tenir informé, savoir ce qui se passe sur, entre guillemets, l'écosystème IT. Ça fait partie, entre guillemets, des critères qu'on peut rechercher. Et objectivement, c'est ce que Mehdi nous a apporté. Et puis, humainement, il y a aussi cette volonté simple et humaine de travailler ensemble, de par cette volonté aussi de s'inscrire vraiment dans la société, de jouer effectivement un rôle. Je ne l'ai pas forcé aujourd'hui à venir. J'ai sollicité plusieurs personnes. Ça a été un des premiers à se manifester. Et je trouve ça chouette, justement, qu'ils puissent partager la réflexion qu'il a eue, les démarches qu'il a entreprises, et partager effectivement aussi sur les difficultés, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est pas si simple que ça, hein. Il y a aussi quelques embûches, mais Mehdi en reparlera, ou Pierre, dans quelques minutes. Mais voilà, c'est aussi ça qui a fait qu'on a décidé très simplement de travailler ensemble. On a dû s'adapter par rapport au contexte, mais pour autant, je pense que l'intégration, c'est pas déroulé idéalement comme on le souhaitait, mais pour autant, Mehdi a bien pris ses marques. Il est chez nous aujourd'hui, il fait le job et il a le sourire, donc c'est plutôt plaisant. Merci Tony. D'ailleurs, sur le sujet des soft skills et même de l'impact du Covid sur les entreprises, il y a tout un programme de conférences prévu le 21 septembre dans le cadre du Safari. Donc, il y a aussi ces sujets-là qui vont revenir que l'on va traiter pendant l'événement. En tout cas, merci. Et ça me fait aussi une belle transition avec Maëlys. Généralement, une reconversion, c'est pas une remise à zéro. Au contraire, on a aussi une vie passée et d'expériences qui peuvent être valorisées sur la suite. Toi, sur ton parcours, quelles sont aujourd'hui les compétences que tu transposes de ta vie passée, que tu transposes sur ton nouveau métier, ou en tout cas sur cette nouvelle vie? Alors moi, il y avait du coup, comme mon parcours a été très très marqué par le relationnel client, y compris des moments de gestion et de management, en fait, tout ce qui a été justement la prise en compte du client, qui est devenu la prise en compte de l'utilisateur, l'utilisatrice, également son écoute, essayer parfois aussi de déceler des besoins qui sont peut-être pas formulés ou peut-être mal formulés parce que la personne ne connaît pas l'environnement comme nous on le connaît, chacun son métier, c'est normal. Ça m'a été extrêmement utile pour arriver à avoir une bonne relation avec les utilisateurs et utilisatrices du coup des environnements, d'autant plus que moi, quand je suis arrivée, j'étais en stage. Donc, ce que j'avais pas forcément en grande expertise technique, je pouvais éventuellement compenser avec un bon relationnel. Parfois, juste la parole, vu qu'on travaille quand même avec des humains, certes avec des machines, mais beaucoup plus avec des humains, ça permet parfois de désamorcer une tension parce que la personne, elle arrive, c'est la fin du monde parce qu'elle a plus accès à ses mails et tout, c'est des mails qui sont importants. Des fois, prendre le temps de rassurer la personne, le temps qu'on puisse trouver des solutions techniques, ça joue énormément. Et ça, c'est vraiment des choses à absolument pas mettre sous le tapis. Il faut les garder, il faut vraiment les prendre en compte, les garder et les cultiver en fait. Ça fait partie vraiment aussi du savoir-être et du savoir-faire avec les utilisateurs et utilisatrices. Merci beaucoup. Alors Pierre, toi aujourd'hui tu as un diplôme Bac+2 et la légende dit que l'informatique c'est que pour les ingénieurs, en tout cas les diplômés Bac+5. Alors Erwan en a parlé tout à l'heure, c'est peut-être faux, mais quelles sont pour toi les compétences les plus recherchées dans le numérique? On reste un peu toujours sur les mêmes sujets. Et les opportunités pour les personnes peu diplômées? Je pense qu'au-delà des compétences techniques qu'on peut avoir ou qu'on peut avoir après au fur et à mesure, parce qu'on a quand même, quand on est sur un poste, on est formé, on a les compétences techniques,
on peut ne pas les avoir à un moment N et les avoir après. Pour moi, le plus important, ça reste quand même la motivation. Surtout suite à une reconversion, je pense qu'il faut être hyper motivé dans dans le domaine dans lequel on se lance et être hyper curieux. Moi, c'est un peu ce qui m'a aidé aussi, c'est le fait d'être. Je rebondis ce qu'a dit Maëlys tout à l'heure sur le fait de vouloir toujours apprendre, ne pas avoir cette monotonie. Et ben c'est ça, c'est être curieux, vouloir apprendre, être force de proposition, et c'est ce qui aide aussi en plus des compétences techniques, c'est ce qui aide vraiment à pouvoir évoluer, même si au départ on part avec un bac+2. Je pense que ça va au-delà du CV entre guillemets, c'est aussi la personne, c'est ce qu'elle peut apporter en plus de ses tâches de tous les jours. Je pense que c'est très important. Erwan, est-ce que tu veux compléter, parce que c'était aussi ton intro de parler du fait que ce n'est pas que pour des profils bac+5 et la preuve en est avec Pierre qui est chez Sigma aujourd'hui. Est-ce que tu veux compléter Non, mais c'est exactement ça. Je pense que tous les trois l'ont très bien dit. Les métiers du numérique évoluent tellement rapidement qu'on ne peut pas uniquement se baser sur des compétences techniques à un instant T. Donc, tous les à côté, la motivation, l'adaptation, la curiosité, c'est des éléments qui sont super importants, quasiment plus importants que les compétences techniques. Et on a des métiers, oui, de développeurs, de techniciens, d'administrateurs qui s'apprennent aussi sur le terrain, mais après, ce qui fait aussi le fait qu'un collaborateur, qu'une collaboratrice évolue, et ça a été le cas de Pierre par exemple, c'est aussi la curiosité, l'envie aussi à un moment d'évoluer, le fait de partager son projet à ses responsables, d'en parler. Enfin, chacun est aussi acteur de son évolution, et c'est ça aussi qui est super important. Et l'autre point que je voulais aborder, c'est pas parce qu'on est en projet de reconversion et qu'on a absolument envie de trouver un stage, une alternance, qu'on doit accepter aussi la première entreprise. Il y a vraiment, je trouve, une adéquation à trouver entre ce que l'entreprise propose, ce que moi j'ai envie de faire en termes de métier, mais aussi en termes de valeurs, d'ambiance, de culture. Et ça, je pense que c'est aussi des éléments qui favorisent la réussite ou non d'un projet de reconversion, mais aussi la réussite ensuite, une fois que le collaborateur ou la collaboratrice est entrée dans l'entreprise. Merci beaucoup, Erwan. Toi, Mehdi, tu as rejoint S2I en juin 2020, c'est bien ça? 2021. 2021. Et comment s'est déroulé le processus de recrutement? Alors, on a eu la version Tony. Toi, de ton côté, comment ça s'est passé? Et selon toi, quels ont été les éléments qui ont fait la différence au-delà du sens de l'humour? Le sens de l'humour, c'est vrai qu'on ne met pas trop en avant pendant le processus de recrutement, ça on laisse la surprise après. Non, en gros, c'est que moi j'avais commencé une formation en bac+4 en alternance. Malheureusement, l'entreprise a fait face au Covid et on n'a pas pu continuer. Donc j'ai décidé de chercher un emploi directement. Et je vais rebondir sur ce que disait Erwan, il y a quelque chose qui est assez important. Moi, quand j'ai commencé mes recherches, au final, en un mois, j'ai eu 3 propositions de CDI. Et j'ai eu la chance d'avoir le choix. Et j'ai vraiment choisi en fait l'entreprise qui me permettrait le mieux d'évoluer et surtout d'appréhender le métier de développeur, surtout quand on est junior. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut être, je pense, quand on fait une reconversion, c'est relativement humble quand on commence un métier, parce qu'on est poussin. Et donc, choisir une entreprise qui va vraiment nous apporter un confort d'évolution, c'est très important. Parce que j'ai eu plusieurs propositions, même de grilles de salaire qui étaient différentes. Et S2I me paraissait les plus cool, et puis en même temps, ils avaient le label Great Place to Work, etc. Et les échanges que j'ai eus donc, avec Emmanuel Cazé, donc je ne sais plus si c'est elle qui est venue me chercher ou si j'avais envoyé un mail, on a pu échanger, etc. Et moi, j'étais très transparent dès le départ en indiquant que j'étais junior, mais que j'avais envie, quoi, que j'étais curieux et que voilà, j'avais envie d'avancer. Et je pense que c'est peut-être ça, alors pas qui a fait la différence, parce que je suis pas sûr que j'étais vraiment en concurrence avec d'autres gens, mais je pense que d'être transparent et relativement humble, ça aide aussi à évoluer et à savoir qui on a en face. Merci beaucoup, Mehdi. Et j'ai envie de te poser une question à Pierre. Je crois que c'est toi qui as entamé une reconversion le plus tard, en tout cas qui est le doyen sur cette table ronde, et qui est plus un poussin, si on peut reprendre l'expression de Mehdi. À quel moment tu t'es senti légitime dans ton métier, et est-ce qu'aujourd'hui tu as encore des doutes? Est-ce qu'au contraire tu assumes cette nouvelle casquette? Je l'assume totalement. Au contraire, je suis
même encore aujourd'hui, je suis très content, j'ai fait le bon choix. Après, comment dire? Est-ce que tu te sens encore junior, par exemple? Alors, depuis que je suis passé, j'ai évolué là très récemment. Par contre, oui, là, je suis, à chaque évolution de poste, on est un peu, on se remet un peu dans cette position, on est un peu junior. Donc, mais après, non, je commence à avoir une certaine expérience qui fait que comment dire, je valide plus, même pour moi-même, je me sens plus à l'aise sur tout ce que je fais. Mais le fait de toujours en vouloir plus, être motivé et d'apprendre plus, ça te permet toujours de, comme disait Mehdi, de rester humble, de pas non plus de rester trop dans sa zone de confort. C'est ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin aussi. Donc voilà. Mais merci beaucoup. Et je crois d'ailleurs, c'est la culture même du numérique, c'est dans cette partage, collaboration, transmission. C'est ce qui fait que le numérique évolue et qu'on a aujourd'hui cette capacité à toujours innover. C'est une culture en fait dans la filière d'être dans cette question-là. Oui, Tony. Tu m'autorises oui. à compléter. Je pense qu'il est important en fait, de démystifier le diplôme en fait. Objectivement, c'est très franco-français et c'est vrai que ça fait partie encore des process. Mais objectivement, une fois qu'on a abordé ce sujet-là dans la phase de sélection et une fois qu'on a décidé de travailler ensemble, et c'est encore beaucoup plus vrai dès les premiers jours et les premières semaines, on n'en parle plus du diplôme en fait. Mehdi nous a rejoint effectivement en tant que développeur, il intègre une équipe. Alors oui, objectivement, il y a des profils chaises d'à côté, des sachants qui sont plus costauds techniquement, parce qu'ils ont tout simplement plus de vécu. Mais les équipes ne sont pas en train de se comparer, entre guillemets, le pédigré, t'as fait quelle école, t'es plus 5, t'es universitaire, à toi t'es ingé. En fait, ça c'est quelque chose qui est complètement évolué et je pense qu'il est important de bien démystifier le diplôme. Un bac plus 5 ingénieur a autant sa place chez nous qu'un profil qui a refait une conversion ou non d'ailleurs issu d'un bac plus 2, d'un BTS ou un DUT en fait. Ce qui compte c'est le job, c'est l'implication et c'est l'envie effectivement de continuer à apprendre et être soucieux d'apporter un vrai service aux clients et aux équipes. Je pense que c'est vraiment là l'essentiel en fait. Merci beaucoup pour cet éclairage, Tony. Je te rejoins parfaitement et je pense qu'Arwan et Perrine peuvent confirmer en tout cas ça. Malice, toi, si on revient un peu sur le processus de reconversion, quels ont été aussi les aménagements que tu as pu mettre en place? Comment s'est déroulé le processus? Et voilà. Donc, tout à l'heure, Pierre disait qu'il a financé sa formation. Toi, comment ça s'est passé de ton côté? Alors moi, en fait, j'ai fait un financement entre guillemets participatif. Alors pas dans le sens par exemple d'un crowdfunding, mais plutôt en fait dans le sens de différents moyens. J'ai oui, désolée, hein, c'était le premier terme qui est venu à l'esprit. En fait, j'ai fait appel non seulement déjà à Transition Pro, donc anciennement Fongecif, qui agit en fait en qualité de cofinanceur. Ils le précisent bien en fait lors de leurs différentes sessions de formation, en fait, qu'ils ne prendront pas en charge le financement total. Il est important en fait de notre côté de savoir au moins ou de pouvoir surtout en fait mettre un petit peu du nôtre, que ce soit par exemple avec un apport financier, donc comme je l'ai fait aussi, ou par exemple en mobilisant des congés payés qu'on a, le tout bien sûr dans le cadre d'un congé de formation. Donc on peut faire soit avec son entreprise actuelle, donc en l'occurrence l'entreprise avec lesquelles j'étais encore en contrat à l'époque, donc quand j'étais vendeuse, ou bien avec Pôle emploi. Et là, du coup, en effet, vous allez pouvoir potentiellement mettre en gage des congés payés, donc des périodes où Transition Pro n'aura pas, entre guillemets, à financer aussi votre présence à l'école, puisque c'est un petit peu comme si vous étiez entre deux. Et du coup, en fait, moi, j'ai bénéficié de ces trois dispositifs-là, en fait. Mon apport personnel, mes congés payés en tant qu'aussi apport personnel et le cofinancement de Fongecif, qui du coup, en fait, aussi se débloque sur dossier. Donc, c'est pas un dossier qui est ultra compliqué à faire. Vous avez du temps, vous êtes bien accompagné aussi par Transition Pro là-dessus, mais il faut montrer que vous en avez envie, il faut montrer que vous avez quand même un projet professionnel derrière qui a été un minimum mûri, même si vous connaissez pas encore une fois tous les noms de métiers. Hein, tu le disais du coup, on a plus de 800 termes pour définir aujourd'hui les métiers du numérique, c'est impossible de pouvoir tous les mettre. Par contre, c'est important de s'être un petit peu renseigné, de savoir un peu où est-ce que vous allez, est-ce que vous savez si c'est porteur ou pas, pour que aussi Transition Pro puisse se dire ok ouais, le projet il est valide, on y va à tel seuil ou tel seuil. Ça peut être comme ça. D'ailleurs, Perrine, est-ce que toi, tu peux compléter sur l'accompagnement, le NI, sur justement les questions de quel dispositif, quel fil il faut tirer pour quelqu'un qui veut se lancer dans une reconversion, parce qu'il y a tellement de possibilités. Il s'en présente un, Invest in Digital People, c'en est un autre. Voilà, comment vous faites? Ouais, du coup, c'est ce que j'évoquais au tout début, mais effectivement,
On est en partenariat avec Pôle emploi et les régions. Et donc, effectivement, ce qui vous permet d'avoir une formation finançable jusqu'à 100%. Donc, ce qui vous ouvre finalement cette porte pour accéder à une formation. Donc, pour ça, effectivement, il faut avoir un statut demandeur-demandeuse d'emploi. Et effectivement, le projet professionnel, comme le disait Maëlys, sera très important parce que transition pro, c'est dans le cas où vous êtes salarié. Donc là, c'est un peu plus spécifique. Mais y compris en étant demandeur d'emploi, c'est pas parce que vous inscrivez à l'ENI, que vous faites une demande, que vous allez avoir ce financement. Il y a aussi tout un parcours pour intégrer l'ENI. Et le projet sera important puisque vous allez avoir des tests, vous allez avoir un entretien en amont pour justement valider ce projet, cette envie de faire cette formation. Donc voilà, il ne faut pas vous dire ok, je peux avoir une possibilité de prise en charge, allez, je vais à l'ENI parce que l'informatique ça recrute. Non, derrière il y a aussi ce projet qui est effectivement important. Donc il y a effectivement donc Pôle emploi, les régions, il y a Transition Pro, peut y avoir aussi une possibilité via le CPF. Vous avez aussi possibilité d'un financement personnel. Après tout ça, de toute façon, c'est quelque chose qui sera aussi étudié avec vous, avec le service aussi administratif pour justement, Maëlys pour le coup est un bon exemple. Il y a eu un petit montage de fait. Donc, nous, on vous accompagne aussi là-dessus avant l'entrée en formation pour justement voir ce qui sera le plus accessible, le plus possible finalement pour vous en fonction de votre situation. Mais voilà, je réinsiste, je reprends un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, mais une fois de plus, le projet professionnel sera très engageant et important dans votre processus de reconversion. Donc, c'est vraiment important de pouvoir y réfléchir. Et toi, Mehdi, juste pour information, tu as bénéficié de quel dispositif? Est-ce que c'est un financement personnel? Est-ce qu'il y a eu un financement participatif? Alors moi, ça a été mi-personnel, mi-région. Ok. Et Perrine, toi, pour revenir à la question du projet, tu estimes à peu près combien de temps entre le moment où j'ai envie d'y aller et j'y vais vraiment pour se lancer vraiment dans une reconversion? Ça va dépendre de l'impact. Enfin, ça peut être entre 3, 6 mois, 1 an. En fait, ça va dépendre aussi du temps que vous avez à accorder à ce projet-là. C'est sûr que si vous avez entre guillemets 100% de votre temps pour réfléchir à votre projet, vous allez avoir plus de temps pour justement mener plus d'actions sur un laps de temps peut-être plus court. Là aussi, vous êtes salarié d'une entreprise, que vous avez encore votre ancien métier à côté, forcément, voilà, vous n'aurez pas 100% de votre temps. Donc, voilà, j'ai envie de dire que c'est pas forcément le temps, c'est l'engagement, l'investissement que vous avez envie d'y mettre, les actions que vous allez mener. Tout à l'heure, on parlait des enquêtes métiers, on parlait de l'auto-formation, on parlait des témoignages. Vous rendre aussi, alors je sais que ça a été beaucoup plus compliqué avec la crise sanitaire, mais vous rendre à des événements. Il y a eu quand même beaucoup d'événements en distanciel qui ont été organisés. Les événements en présentiel reviennent petit à petit, donc c'est plutôt chouette. Mais voilà, vous rendre aussi sur ces événements-là pour commencer aussi à créer votre réseau, ce qui sera très important dans le domaine du numérique, de l'informatique. Donc voilà, j'ai envie de dire le temps, c'est pas forcément très très important, c'est plutôt ce que vous y mettez derrière. Et moi, si c'est moi que vous voyez en entretien, mais y compris mes collègues, lorsqu'on vous reçoit en entretien, voilà, on va vraiment s'intéresser justement à ce que vous avez fait, comment vous avez mûri votre projet, comment ce projet vous est parvenu. Voilà, tout ça, c'est des choses aussi, un questionnement qui sera aussi c'est un questionnement qui est aussi à avoir finalement lors de votre préparation au projet. Et puis tu parlais aussi tout à l'heure de la collecte un peu d'informations et de mûrir le projet. Le Safari des métiers a aussi cette volonté-là, c'est dans un même lieu, une même journée, réunir les organismes de formation, les entreprises qui recrutent, les partenaires de l'emploi pour trouver l'ensemble de mes réponses à mes questions et de ne pas perdre du temps à aller à droite, à gauche et de dire, voilà, j'ai une journée dédiée à l'emploi, à la formation pour essayer de trouver, allumer la mèche ou avoir cette petite flamme dans les métiers. Je vois qu'il est 13h32, alors l'objectif c'était de tenir en 1 heure. Un dernier mot pour la fin, Mehdi, si tu as des conseils à donner pour quelqu'un qui veut faire carrière dans le numérique
quels seraient les conseils que tu donnerais? Bon, alors déjà, je veux être celui qui a la carrière la plus courte dans le numérique autour de cette table. Alors déjà, avoir les neurones bien alignés, ça c'est important. Comme je pense Pierre et Maëlys l'ont dit aussi, de la curiosité. Ça va être vraiment primordial, parce que c'est cette curiosité qui va vous permettre de vous investir vraiment dans ce projet. Une appétence pour le numérique, ça c'est normal. Et de l'humilité, une fois qu'on va sortir de la formation, parce que plus vous aurez d'humilité, plus vous pourrez apprendre par la suite. Parce que si vous partez bille en tête en me disant je suis développeur juste parce que j'ai codé 3 conneries, ça va pas le faire du tout, quoi. Mais vraiment, et ne pas hésiter à demander des conseils à ses pairs, à ses collaborateurs, et puis à garder la flamme de la curiosité, quoi. Maëlys ou Pierre, rapidement, un mot pour la fin, un conseil à donner, Maëlys, par exemple, pour ceux et celles qui veulent faire carrière? Ouais, moi je rebondis complètement sur ce que Mehdi a dit, je suis complètement d'accord. J'ajouterais à ça l'esprit d'équipe, montrer un grand esprit d'équipe. Vous serez jamais seul en fait dans votre travail, que ce soit déjà par la consultation des bases de connaissances qui ont été alimentées par d'autres personnes avant vous, qu'avec vos collègues, vous serez forcément avec des gens qui seront plus compétents et qui demandent que ça en fait, de faire de la passation d'informations. C'est aussi au cœur de notre métier de non seulement de gérer de l'information, mais également de la transmettre de la meilleure manière qui soit. Et vraiment, non seulement tisser votre réseau, mais garde surtout un grand esprit d'équipe, grande humilité en effet. N'ayez pas peur de poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes en fait. Et si on refuse de vous répondre alors que vous êtes apprenant, excusez-moi, vous aurez des gens pas forcément très compréhensifs en face, mais ça ne vient pas forcément de vous. Tant que vous savez montrer en fait, non seulement que vous êtes humble, mais aussi que vous vous concentrez sur ce qu'on vous dit, que vous êtes vraiment en soif d'apprendre. Il n'y a pas de souci, tant que vos questions sont pertinentes, il n'y a pas de problème. Et aussi que si vous êtes une femme et que vous voulez être dans l'informatique, mais allez-y. Faut surtout pas se retenir, faut pas garder à l'esprit que c'est un des métiers d'hommes, c'est de l'information. Hein, les informations, regardent pas votre carte d'identité, on s'en fiche. Et ouais, qu'il n'y a pas d'âge aussi, hein, parce que comme j'ai pu du coup répondre aussi dans le chat, nous on a eu des gens qui sortaient du bac, on a eu des gens qui étaient cinquantenaires, ça s'est très bien passé. N'ayez pas peur aussi de la difficulté, c'est pas forcément simple, mais ça vaut carrément le coup, faut s'accrocher. Et c'est pour ça aussi que l'esprit d'équipe va beaucoup jouer. Merci Maëlys. Et rapidement, Pierre, toi, de ton côté, quel conseil tu donnerais? Alors, tu es le doyen, tu as une version beaucoup plus longue. Mais... Après, je pense que Mehdi et Maëlys ont à peu près bien résumé tout ce qu'il faut avoir, tout ce qu'il faut être pour pouvoir bien, pour que la situation se passe bien en termes de reconversion et de trouver le métier qu'on a envie de faire. Après, je vais répéter un peu ce qu'ils ont dit, curiosité, motivation, échange. Ne pas hésiter à échanger avec les différents interlocuteurs qu'on peut rencontrer et surtout se donner à fond. Se donner à fond, faut pas hésiter, surtout si ça intéresse vraiment les personnes, en tout cas, à se mettre dans ce domaine-là, allez-y, quoi. Et ne pas avoir peur. Merci beaucoup, Pierre. En tout cas, c'est la fin de cette rencontre. Il est 13h35. Alors, j'ai vu que vous avez répondu au fil de la rencontre aux différentes questions. Merci pour votre participation. On se retrouve pour la plupart le 21 septembre. L'événement est sur inscription obligatoire, malheureusement, en raison de la crise sanitaire. Donc, je vous invite à aller sur le site safaridesmétiers.tech pour accéder au programme et prendre votre place soit le matin ou l'après-midi. C'est gratuit, c'est ouvert à tous et à toutes. Donc, en tout cas, j'ai le plaisir de vous retrouver le 21 septembre ou sinon la suite des webinaires jusqu'au 14 septembre en ligne, pareil, pour continuer à découvrir les entreprises et partenaires de l'événement 2021. Merci Maëlys, Erwan, Mehdi, Pierre, Perrine et Tony pour votre participation et votre présence. On se retrouve pour la plupart le 21 septembre. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci à toi, merci à tous. Merci, salut.